Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Asma Yang, 5 fois championne d'Afrique de judo, plus 2 participations aux Jeux Olympiques. Asma a un parcours assez atypique parce qu'elle a commencé le judo à seulement 20 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans ce qu'elle aime appeler sa mission de vie. Bonne écoute à toi. Alors moi, je suis Asma Niang, judokate internationale qui combat pour le Maroc. Maintenant, ça fait depuis 2013, olympienne 2 fois, donc Jeux olympiques de Rio et Jeux olympiques de Tokyo. Je suis aussi une athlète atypique, parce que voilà, j'ai une petite histoire qui va avec. Donc, j'ai commencé le judo très tard, à 20 ans. Bon, le rêve de petite fille. J'en dis pas plus, peut-être que tu feras des questions après, mais voilà, je suis native, je suis née, ma terre natale, c'est l'Afrique, donc au Maroc, je suis née au Maroc. Je suis arrivée ici à l'âge de 12 ans. Je ne suis pas que athlète de niveau parce que je suis aussi dans l'accompagnement. Je suis psychopraticienne et aussi préparateur mental. J'accompagne aussi des gens. J'ai toujours été dans le double projet. Euh, j'ai été aussi pompier de Paris durant 10 années. Donc j'ai un peu d'e-vie, j'ai eu plusieurs vies avant d'être, on va dire, je suis une athlète de niveau sur le tard. C'est pour ça qu'aussi je suis partie des plus vieilles, plus anciennes, qui sont encore sur le circuit, parce que je n'étais pas vraiment en structure bien avant. Donc j'ai commencé très très tard à découvrir le monde de haut niveau. Et puis voilà tout pour l'instant. Mais du coup, t'as commencé le judo à 20 ans ou t'en avais déjà fait avant? Je ne connaissais pas du tout ce sport, mais vraiment pas du tout, hein. Moi, je le confondais même avec le karaté. Je ne connaissais pas l'univers des sports de combat, mis à part la boxe, parce que forcément, il y avait des films et tout, donc je regardais. Le judo, bon, bah, c'était pas un sport que je connaissais bien. Je ne savais même pas que ça venait du Japon. Je savais que c'était l'Asie. Mais je faisais de l'athlétisme. Moi, mon rêve, c'était de finir dans une finale de 100 mètres aux Jeux Olympiques. Donc, c'était toujours les Jeux. C'était vraiment le rêve de petite fille, hein, vraiment, vraiment. Donc, bon, déjà, quand j'étais petite, il faut savoir que moi, j'étais un peu une casse-cou. Donc, je voulais être une super-héros. Donc, je me déguisais toujours en super-héros, tout ça. Et un jour, je découvre très petite les Jeux Olympiques et les gens les regardaient un peu comme les super-héros. Alors, je me suis dit, ouais, je serai une athlète de haut niveau. Et puis j'ai découvert les Jeux Olympiques et je me suis dit un jour je serai là-bas et ça a commencé même très 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 petite en fait. Et le rêve m'a jamais, enfin il a toujours été là en fait. Il m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui, hein, en fait. J'aime toujours cet univers de Jeux Olympiques, d'athlètes de niveau, de tout ce qu'on y trouve en fait. Mais du coup, comment ça t'est venu l'idée de faire du judo? Alors en fait, le parcours, il fait que comme je suis arrivée ici à l'âge de 12 ans, je parlais pas du tout français, vraiment pas du tout. Je n'étais pas dans une école francophone. Donc, il fallait que j'apprenne la langue. Donc, on m'a mis à l'âge de 12 ans dans une école francophone. Et sachant que la langue française, c'est très, très dur à apprendre, hein, c'est pas comme l'anglais, qu'il faut du temps pour comprendre un peu la langue de Molière, hein. C'était un peu dur pour moi au départ. Et après, au bout d'un an, juste un an, on m'a mis dans un cursus normal. Donc, je suis arrivée au collège, bon, un an de retard forcément. Et là, il fallait rattraper tout le retard par rapport aux autres, que c'était leur langue maternelle. Donc, c'était très difficile pour moi, sachant que j'étais bien en maths. Il n'y avait pas besoin de parler français pour les maths. J'étais assez bonne. Et en EPS, en sport. Et puis en anglais. Mais tout le reste, pour moi, c'était très, très difficile. Et j'étais forte en sport. Donc, j'ai découvert l'UNSS. C'était vraiment le truc où je respirais un peu parce que c'est là où j'excellais, où je me sentais bien et je faisais du hand et aussi de l'athlétisme. Et je voulais intégrer un sport-études, mais sachant qu'à l'époque, on m'avait dit échec scolaire. Et en fait, je pense pas que c'était. J'avais entendu pour la première fois ce que ça voulait dire échec scolaire. Il fallait avoir, je crois, de 15 ou 16 de moyenne pour pouvoir accéder à un sport-études, sachant que moi, déjà, j'avais du mal avec le français, quoi. Donc, c'était le système scolaire en France veut que ça soit une moyenne très très haute pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir intégrer un sport-études. Donc on m'a dit, en plus échec scolaire, on me dit on va en professionnel. Donc j'avais intégré le professionnel et échec scolaire ensemble. Donc tous ceux qui n'étaient pas bons, ils allaient en professionnel dans les clés BEP, bac pro, quoi. Bon, j'accepte le truc, j'avais pas le choix et en fait je fais de la cuisine en fait. Un truc rien à voir. Je fais un CAP BEP cuisine et bac pro cuisine. Donc, ma mère m'a dit bon, écoute, les Français aiment bien manger, tu vas faire ça. Et voilà. Donc, ça m'a éloigné de tout ce que j'aimais au départ.
Et bon, j'en ai voulu beaucoup à l'école parce que j'étais mal comprise, tout ça. C'était pas parce que j'étais cancre ou quoi que ce soit, c'est parce que tout simplement, je venais d'apprendre la langue et que c'était difficile pour moi. Et je voyais toutes mes copines justement partir en sportif, sauf moi. Après, je me suis dit, bon, bah, tu vas mettre ton rêve dans un tiroir et tu vas le sortir un peu plus tard. Donc, j'avais, je pense, à l'époque, accepté de faire une tâche que je n'aimais pas vraiment au départ, mais de me dire, ouais, je vais réussir à trouver une solution à être athlète de niveau plus tard. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment réussi à faire ça. C'est ce qui m'a gardé dans le, on va dire, le message que j'aimerais laisser. Des fois, on n'a pas le choix, on nous met des, on va dire, des obligations et on se trouve dans un endroit où on ne veut pas y être. Et bah, des fois, il faut être dans cet endroit-là, mais justement, c'est pas, ça ne veut pas dire justement que notre rêve, il sera plus là ou il sera jamais là. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire, d'être dans un endroit que je voulais pas être et être patiente et attendre voir comment je vais réussir à aller vers la direction que j'aimerais au moins me concrétiser. Et donc, j'ai fait un, voilà, c'est un peu BP cuisine, après un bac pro. Et en fait, comme j'aimais en fait faire des choses un peu exceptionnelles, donc je n'étais partie pas n'importe quel endroit, j'étais partie dans un meilleur traiteur. J'avais cherché les meilleurs traiteurs pour justement sortir du lot. Donc, j'étais dans un gros traiteur Potel et Chabot, dans le 16e arrondissement. Donc, j'ai commencé à aimer parce que je commençais, comme je suis compétitrice, donc je faisais des compétitions de cuisine. Voilà, il fallait qu'il y ait une compétition. Donc, j'ai réussi à rendre euh, au départ ce que je n'aimais pas, quelque chose où j'apprenais quelque chose de nouveau, en fait, où je restais quand même, on va dire, positive dans ce que je faisais pendant les 4 ans. Donc j'ai rendu, on va dire, ma tâche difficile, mais qui me rendait un peu un bien-être pendant ce moment-là, quoi. Et au bout de 4 ans, finalement, bah, je me débarrasse de la pelouse. J'en ai pas fait vraiment mon métier, hein, mis à part la formation que j'ai. Maintenant, je sais cuisiner, donc ça me sert toujours. Et à l'âge de 20 ans, en fait, je rentre dans un dojo et parce que j'accompagnais juste le petit frère d'un ami et finalement le coach me dit tu veux pas essayer et puis moi en fait vraiment la petite anecdote que je sors souvent quand je suis rentrée dans un dojo la première fois je sentais trop les pieds, ça sentait trop le pied. Je me suis dit je fais pas de ce sport, c'est quoi ce sport où ça sent les pieds comme un gant de boxe. Parce que moi, je faisais du hand ou l'athlé extérieur. Enfin, il n'y avait pas toutes ces odeurs, quoi. Puis je voyais tout le monde transpirer, les pieds sur la tête, tout ça. On est en pyjama, je disais. Et donc, ce sport ne me plaisait pas enfin, quand je le regardais. Et puis, il me fait essayer. Je mets le kimono, puis j'essaye. Et puis après, l'entraîneur me dit, ah, tu sais, tu m'as l'air vraiment athlétique et tout. Si tu essayes ce sport, je suis sûre que tu peux être bonne. Et là, en fait, vraiment, c'est pas sorti. Enfin, je l'ai bien entendu sa phrase, quoi. Et moi, vraiment, je l'ai vu en anneau olympique. Et à partir de là, vraiment, ce jour, je me suis dit, ouais, c'est possible, comme un coup de folie. Je me suis dit, bah, je ferai les Jeux à 20 ans. Donc, quand j'en parle autour de moi, les gens se moquaient souvent. Ils disaient, hey, t'as commencé à 20 ans, ça n'existe pas, c'est impossible. Il faut des années, il faut être en structure. Les gamins, ils commencent à 5 6 ans. Après, ils vont en sport-études, ils sont cadets, mini. Enfin, il y a un truc qui est bien tracé, quoi. Puis moi, je sais pas, j'ai cru à ce truc-là. Je me suis dit non, je vais m'entraîner tous les jours. Je vais essayer d'avoir mes katas, enfin avoir ma ceinture noire. Donc j'ai obtenu ma ceinture noire au bout de 3 ans, 3 ans, 4 ans. Et je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que j'ai rencontré un entraîneur qui est extraordinaire, qui m'a appris à faire du judo compétition. Donc tout de suite à combattre en fait, à être une athlète pour faire des compètes. Il m'a appris un judo systématique tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet. Et je pense qu'il a fait une bonne chose. Euh, et s'il m'aurait appris le judo dans un système où, comme on l'apprend aux petits, j'aurais mis des années. Que lui, en fait, il m'a vraiment structuré comment faire de la compétition. Donc, ça a été très vite. Et puis, après ça, je ne sais pas que j'ai plus cru en mon rêve, c'est que je me suis rendu compte que bah, avec tout ce qui vient de l'extérieur, non, c'est pas possible, bah, ça, nanana, que tu veux faire une carrière, tu vois, là, il avance, tout ça, je commence à voir. Et puis là, encore un destin, je courais, il y a un jour, je rencontre un major qui court en même temps que moi, bon, il n'était pas major à l'époque, et un adjudant, et il me dit, on vient d'ouvrir aux femmes, ça fait un an ou deux. Je lui dis ouvrir quoi? Il me dit bah, les sapeurs-pompiers de Paris. Je lui dis le métier consiste à quoi? Bah, là, il me dit sauver des vies et faire du sport. Et moi, je voulais être une super-héros. Et waouh, Et donc, je me suis dit bon, ok, le rêve des Jeux, il va être dans un petit coin.
Et là, je peux être une super-héros. Donc, ça peut compenser de ce que je voulais faire quand même. Dans des choix des rêves, sauver des vies, c'est puissant, c'est que tu as comme une cape, quoi. Et donc, du coup, bah, j'intègre les sapeurs-pompiers de Paris. Je faisais partie vraiment des premières femmes, hein. Ça faisait même pas un an ou deux que les femmes venaient. En plus, la caserne où j'étais, il n'y avait pas du tout de femmes. C'était la première fois. Parce que toutes les casernes n'avaient pas des femmes encore. Et donc, voilà, je suis rentrée en jeune fille, j'en sors en femme, hein. J'ai passé 10 belles années. Et puis, à l'âge de 29 ans, mon rêve des jeux commence à titiller encore. Enfin, voilà, je progresse encore en judo parce que je gagnais les frances militaires. Je faisais, on va dire que les sapeurs-pompiers de Paris, c'était un peu mon sport-études, ce que je n'ai pas eu. Parce que ça m'a structuré, malgré le métier, il soit très très difficile, il faut voilà, connaître le métier, faire des choses, mais ça m'a permis en fait d'être physiquement opérationnel, la discipline. Je pense que c'est vraiment ça, je dis toujours les pompiers de Paris, ce qui m'a permis vraiment aujourd'hui à garder toute cette discipline, et mentalement, c'est quelque chose qui est prenant. Et ça m'a aidé à garder le fil pour mon objectif plus tard. Et ça, je l'ai compris vraiment, je l'ai saisi un peu plus tard. Et, euh, et quand j'ai quitté les pompiers à l'âge de 29 ans, là, je décide de faire de l'international à 29 ans. Encore une fois, on m'a pris pour une folle, on m'a dit, ah, 29 ans. Et là, du coup, ben, comme je suis née au Maroc, je me suis dit, bon, en France, c'est logique qu'ils ne puissent pas me faire confiance. J'ai un parcours tellement atypique. C'est comme si on vient sans diplôme et on veut faire un métier, voilà, tu n'as pas de diplôme, tu vas être chirurgien tout de suite. Donc, tu vois, voilà, oh, je peux les comprendre quand ce n'était pas un rejet par logique, en fait. Les gens qui sortent des sentiers battus, on n'est pas trop habitués en France. Et je trouve que les pays anglophones sont un peu plus sur ça, sur le savoir-faire de l'être, que je pense que les francophones, on est vachement sur les. Faut être, donc, voilà, pas sortir des sentiers battus, tu vois. C'est, voilà, pas sortir du truc, de la mine dès qu'on sort d'un truc. Alors moi, je sortais complètement enfin, de tout ce qui est normal, en fait. Et donc, du coup, bah, j'ai reçu le truc que bah, c'est pas possible. Donc, moi, je suis née au Maroc, donc ça m'a permis, en fait, bah, de prendre la nationalité. Donc, je ne pouvais pas rester en équipe bah, en système militaire français. Donc, j'ai fait un gros choix de quitter Sapeurs-Pompiers de Paris pour à 29 ans faire de l'international. Et la plus belle, vraiment, décision de ma vie parce que ça a changé complètement. J'ai réussi Paris, quoi. D'ailleurs, je rentre dans le top 5 mondial et dans la meilleure manière et je rentre dans le top 16 mondial pour Rio. Donc, je me qualifie à Rio. Vraiment, j'ai fait 4 ans magnifiques. Euh, Puis 5 fois championne d'Afrique, vainqueur de plusieurs fois de Grand Prix, Grand Chelem. Et ça m'a vraiment, cette décision, elle était exceptionnelle parce que c'est vraiment une décision exceptionnelle parce qu'en fait, au départ, je me suis dit que j'avais un métier, j'avais un salaire, il y avait une espèce de sécurité qui était là et il y avait les jeux. Et en fait, je dis toujours que pour prendre une décision exceptionnelle, et c'est un message que je donne souvent, c'est pour prendre une décision exceptionnelle, les jeux, c'était une décision exceptionnelle, c'est que très peu de gens y accèdent, c'est l'élite. Et pour y aller là, ça veut dire que ma décision, elle doit être à la même hauteur. Et si ma décision, elle n'est pas à la même hauteur, ça ne peut pas matcher. C'est-à-dire qu'il faut que je quitte quelque chose qui me coûte. Et souvent, lorsque j'accompagne, c'est un message que je donne vraiment qui est important par un retour d'expérience. C'est lorsqu'on veut quelque chose de très haut, il faut que nos choix, nos questionnements, nos réponses, tout ce qu'on fait en action, qu'on mène en action, doit à la même hauteur pour que ça matche. Sinon, il y aura trop de différences et des fois, ça peut être difficile. Donc moi, en fait, j'ai quitté quelque chose qui coûtait quand même hein, à 29 ans. Hein, tu as quand même un métier, hein, tout ça. On peut entendre l'âge, des croyances limitantes de certaines personnes d'extérieur, même si nous, on y croit. Et du coup, ben, je prends quand même une décision exceptionnelle, donc résultat exceptionnel. Donc voilà, j'ai pris ce risque, donc j'ai réussi à avoir un résultat exceptionnel d'accéder au jeu. Donc, je fais Rio, hein, donc c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi, puisque j'ai réussi à le Paris à 34 ans. Je faisais partie déjà des plus anciennes. Et puis, comme ça faisait très peu de temps que j'étais vraiment dans le haut niveau, je me suis dit, bah, je vais continuer sur les 4 ans. Alors, encore, les gens, ils me disaient, attends, tu vas aller jusqu'à 38 ans, c'est difficile, les jeux, c'est un truc de dingue et tout. Je me suis dit, non. Moi, voilà, j'ai pas le même parcours que de personnes qui ont commencé tôt, peut-être qui sont saturées et tout. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait à l'envers. Moi, je peux y aller jusqu'à 38 ans aux Jeux de Tokyo et je refais le pari. Comme je disais toujours, euh, Rio, c'était le rêve de petite fille, Tokyo, c'était le rêve de grande. Donc, je me requalifie dans le top 18 à Tokyo. Et puis voilà, donc
entre aussi, toujours, je suis dans le double projet, donc j'ai toujours travaillé à côté. Moi, je ne sais pas faire que du haut niveau, donc j'ai toujours été dans l'accompagnement, que ce soit physique, mental. J'ai repris des études voilà, pour être psychopraticienne. J'ai aussi fait un DU en prépa mentale. Donc, de toute mon expérience aujourd'hui, j'ai essayé d'incarner ce que j'enseigne et j'enseigne ce que j'incarne et dans les accompagnements. Donc voilà, j'arrive à aujourd'hui, je suis entrepreneur, donc j'arrive à lier les deux. Et je me suis fait un pari fou, sachant qu'il y avait eu le Covid et tout ça. Et puis je me suis dit qu'il reste que 2 ans pour les Jeux. Et au début, j'avais mis ma fin de carrière après Tokyo. Et puis là, je sais que c'est à la maison, c'est Paris. Je me suis dit, allez, je vais fermer la page de l'athlète de haut niveau, on va dire, à Paris. Donc j'aurais 40 ans passés à Paris. Et je me suis dit, ouais, je vais aller jusqu'à Paris 2024. Allez, go. On va aller sur ce chemin-là. Donc là, c'est complètement différent. Cette Olympiade-là, c'est, on va dire, c'est le rêve de la sagesse, c'est plein de choses. Et puis en même temps, je suis un peu dans mon, on va dire, je suis un peu dans mon, je dis toujours, je suis un peu mon propre cobaye, parce que quand tu es athlète de niveau, c'est pas que la médaille. En fait, j'ai l'impression c'est qu'on sort de là et qu'on n'a pris qu'une médaille. Limite, ça sert à rien d'être athlète de niveau. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai acquis dans toutes mes années là, ça vaut toutes les médailles du monde et ça, j'en suis plus que sûre. Toute l'expérience que j'ai pris, tout ce que j'ai pu apprendre de tout ce parcours atypique, tous les voyages. Hein, je suis à 75 pays, j'ai vu un peu les pays, comment ils fonctionnent, d'autres cultures, d'autres pensées, d'autres façons de voir les choses. Bah, ça aussi, c'est une belle médaille en fait. C'est un savoir et puis ça part pas, hein, ça nous reste pour toujours. Donc voilà, c'est aussi pouvoir accompagner, en fait, redonner le témoin à d'autres personnes qui sont sur Mhm. le chemin, quoi. Et tu dirais que c'est quoi justement le secret pour réussir à avoir ta carrière en commençant aussi tard? Alors moi, je pense que tout part du rêve d'enfant. Moi, je sais que je suis une éternelle enfant. Vraiment, j'ai la petite fille qui est en moi qui est toujours là. Je pense que des fois, lorsqu'on est adulte, on fait taire un peu notre enfant, en fait, ce rêve. On a tous que c'est pour ça que les enfants, des fois, ils arrivent à dire des choses. On demande à, je sais pas, à 10 enfants qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Ils sont capables de dire des choses astronautes, ils disent des choses extraordinaires et finalement, nous adultes, on ne pourrait pas le dire parce que il faut plus, machin. Enfin, et c'est ce truc-là, en fait, parce que pour un enfant, il y a non limite, il n'y a pas de croyance limitante. C'est juste avec l'expérience de la vie qui deviennent des croyances limitantes, des vécus sociétales ou ce qui se passe à la maison, peu importe leur éducation, qui deviennent des croyances limitantes et les croyances limitantes deviennent des actions et des actions, bah voilà, après ça devient vraiment des pensées ancrées qui sont difficiles à retirer. Donc du coup, je pense que c'est ce truc-là, j'ai toujours une âme d'enfant et que du coup, dit âme d'enfant, dit non limite. Et donc du coup, je pense que c'est croire en ses rêves, quoi, en fait, comme voilà, croire vraiment en ça et puis essayer d'être au maximum dans le flow. En fait, quand je dis le flow, c'est souvent on parle de flow chez l'athlète de niveau. Pourquoi il gagne? Parce qu'il est dans le ici, maintenant, ce moment. Et d'essayer d'accueillir en fait ce rêve justement et de le faire vivre au quotidien en fait. Et de le projeter, de visualiser en fait, d'incarner en fait. Je pense que lorsqu'on incarne quelque chose de très puissant, et ben en fait, ça arrive en fait. Si justement on incarne le contraire, on a des peurs, bah, en fait, des fois, moi je dis toujours, on visualise le pire et le pire arrive. Et si on visualise quelque chose de magnifique pour nous, bah, il y a des choses magnifiques qui se passent. Donc je pense aussi la visualisation, c'est quelque chose, moi je visualise beaucoup, 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 beaucoup de choses euh, sur mon parcours qui sont arrivées. Hein. Comme je dis, hein, je me suis toujours vue derrière je dis toujours, vous savez, quand les athlètes de tous les pays font le tour du stade, je l'avais toujours visualisé depuis petite. Et c'est arrivé, en fait, c'est quelque chose qui m'a incarné, habité, malgré un parcours complètement. Je me suis retrouvée dans les fourneaux, je me suis retrouvée chez les pompiers, je me suis retrouvée à faire plein de métiers autres. Et je ne pensais pas être là un jour et il fallait du temps et je suis arrivée à 34 ans. Donc peut-être avec beaucoup de patience et de la persévérance, mais voilà. Donc il y a aussi la discipline. C'est quelque chose que j'ai beaucoup appris chez les pompiers. Ce qui m'ont beaucoup apporté. Alors, la discipline, c'est un mot qui est collé souvent à l'armée, quelque chose de dire, dur, psychorigide. Et en fait, non.
J'ai pensé ça au départ, mais plus ça va et plus je le comprends différemment. Je pense que la discipline, elle prend le relais lorsqu'on est moins motivé. Et je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas motivé tous les jours. Si un athlète de niveau dit qu'il est motivé tous les jours, c'est un grand menteur. On est des êtres humains. Voilà. Et on est juste des hommes et des femmes avec une expérience d'athlète de niveau. On n'est pas des athlètes de niveau. On est d'abord des humains avec une expérience voilà, d'athlète de niveau. Et je pense que justement, lorsque ce truc-là, en fait, on est, euh, on est en, comment dirais-je, euh, submergé par plein de pensées, de plein de, de, de fatigue, des choses qui viennent, et ben, des doutes, des peurs. Donc, en fait, forcément, la motivation, des fois, ou tout simplement parce qu'on n'a pas envie. Et là, en fait, moi, je sais que mon secret pour me tenir tout ce temps, j'ai une constance et une endurance mentale qui est très, très présente. C'est-à-dire que même si j'ai pas envie, je vais faire le. En fait, je pense que je j'écoute plus mon ego parce qu'en fait, notre ego, en fait, il nous fait faire. Il faut être au top, au top, au top. Et des fois, on n'est pas au top. Donc, accepter en humilité totale que je suis pas au top, mais je vais faire ce que je peux. Et en fait, je vais faire de mieux, de mon mieux. Et de mon mieux devient le mieux en mieux. Et après, tu vois, un exemple, lundi, ça va pas. Bah, mardi, je vais y aller, mais je vais faire de mon mieux. Aujourd'hui, je peux rien donner, je fais que de mon mieux, de ce que je vais faire physiquement ou peu importe. Et ben en fait, le mercredi, comme j'ai accepté, eh ben, alors que des fois, quand on est en résistance, ah, mais comment ça, j'arrive pas à faire mon niveau, hein, on se pose des questions, et ben là, c'est foutu. Alors, la motivation, elle peut durer très longtemps, qui descend. Donc, vraiment, je pense que c'est beaucoup d'humilité là-dessus, parce qu'on veut toujours être au top. Et je pense, voilà, il faut accepter en humilité totale de ne pas être au top tous les jours. Et c'est là où la discipline, voilà, le petit courage de chaque matin. Voilà, c'est cette phrase que je dis souvent, c'est le petit courage de chaque matin de faire les choses comme on peut les faire, en fait. Mhm. Et après, ça passe. Et justement, un peu en lien avec ça, on en parlait, enfin, t'en parlais aussi, t'en parlais, qu'il y a plein de gens qui, justement, osent pas se lancer dans leurs vrais objectifs, leurs vrais rêves, parce qu'ils se limitent avec plein de choses, le regard des gens, peur d'échouer, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes pour qu'elles osent passer le pas? Après, je pense que pour chaque personne, c'est différent et en même temps, c'est similaire à tous les êtres humains. Je pense qu'on a tous un potentiel, on a tous un génie, on aime tous. Je pense que lorsqu'ils ont fait je pense, un sondage, je pense qu'il n'y avait que 25 personnes, des gens qui faisaient quelque chose qu'ils aimaient faire. Et il y en a plein qui sont passés à côté parce que, voilà, ils n'ont pas osé se lancer, tout ça. Et des fois, nos rêves nous font peur. En fait, c'est comme ça. Les rêves des gens, ils ont peur d'expérimenter et d'aller par peur d'échouer, en fait. Et en fait, c'est là où, justement, tout se passe. Et tout ce que je peux donner comme conseil là-dessus, enfin, même pas hein, de mon expérience, c'est que moi, je me suis juste posé la vraie question parce que souvent, on nous apprend à répondre depuis l'école. Moi, je sais, depuis que j'étais à l'école, on nous apprend à ouais, ça c'est pas bon, ça c'est bon. On nous apprend que ce soit même les parents, à la maison, à donner les bonnes réponses. Moi, je pense qu'il faut toujours chercher la bonne question. Et j'aime bien, tu sais, le texte qui disait Einstein, il est magnifique et j'aime bien le dire souvent. Il disait que s'il avait 1 heure à répondre à une question où sa vie dépendait, bah, il passerait 55 minutes à chercher la bonne question et 5 minutes à répondre à cette question. Ça devient facile. Donc en fait, moi, je m'étais posé, j'ai cherché la question que j'ai voulu toujours me poser pour me faciliter la vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est super bête, mais je me suis dit, Asma, qu'est-ce que tu aimes faire? Et j'ai noté qu'est-ce que j'aimais faire. Et à partir de ça, je me suis dit, qu'est-ce qui me fait vibrer en fait dans la vie, où je me sens forte en fait, parce que chacun on est fort dans quelque chose. Ou est-ce que bah, moi c'était tout cet univers-là. Et je me suis dit bah voilà ça va être ça. Et donc du coup bah, j'avais du potentiel là-dedans. Genre, bah, moi je suis persuadée que toi tu sais faire des trucs que moi je ne sais pas faire et vice versa. Donc pourquoi moi je vais aller m'obstiner à être frustrée toute ma vie à faire des choses que moi je n'aime pas faire et puis me renvoyer quelque chose de négatif sur moi. Donc, pourquoi je n'irais pas faire quelque chose que j'aime? Et donc, voilà, je pense que la vraie question à se poser, c'est
quelle est la vraie question en fait qui va voilà, répondre à ce qu'on aimerait, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on est là. On a tous une mission. Je pense qu'on Mhm. a vraiment tous une mission différente, mais on en a tous une. Et moi, c'était celle-là. Et je me suis dit, ah, si c'est ma mission, j'y crois. Et peu importe ce qui se passera, ça reste ma mission. En fait, je ne suis pas dans le échec. Combien de fois j'ai perdu? J'ai passé ma vie. Je crois que j'ai plus perdu que gagné. Et je pense que 99%, à part que quelques-uns comme un Nadal ou voilà, des gens qui sont. Mais la plupart, 99%, on perd plus qu'on gagne. La plupart des athlètes de niveau, si tu vois tous les matchs, et même des grands, je ne sais pas ce qu'il disait, Jordan, je ne sais pas combien de tirs ratés qu'il a mis, on fait que perdre. Et finalement, c'est quoi? C'est parce qu'il aime tout ce qu'il fait, ça le fait vibrer. C'est un kiff total de ce qu'il fait tous les jours. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'au-delà de la médaille, moi, j'aime ce que je fais, en fait. C'est-à-dire que, Mhm. voilà, j'aime m'entraîner, j'aime ce partage, j'aime tout cet univers de haut niveau. Et puis là, aujourd'hui, je parle du sport, mais bon, je pourrais très bien parler d'accompagner des gens. Tu vois, peut-être qu'il y a des gens, je ne réussirais pas à les accompagner comme il faut, et puis je ferais peut-être pas bien, mais j'aime ce que je fais. Et c'est ça la chose la plus importante, parce que lorsqu'on aime vraiment ce qu'on fait, on est compétent. Et ça, j'en suis persuadée. Quelqu'un qui aime faire quelque chose, il va être bon dans ce qu'il fait. Et la plupart des fois. Et je pense que c'est plutôt ça. Vraiment trouver vraiment quelque chose où on peut développer son plein potentiel, et du coup, il y aura moins de croyances limitantes. Mhm. Ouais, non, clairement, trouver ce qu'on aime pour être déterminé et Ouais, persévérant surtout. voilà. Et maintenant, j'aimerais avoir ton avis sur le talent, si selon toi ça existe, si ça n'existe pas. Est-ce que si ça existe, c'est suffisant pour réussir au plus haut niveau? Un peu ton avis là-dessus. À chaque fois qu'on parle de talent, je ne sais pas pourquoi je vois la tête de Brel. Je ne sais pas si tu connais Brel, il le dit souvent, tu vois, avec sa cigarette comme ça, il le dit. J'adore cette phrase qu'il dit. Il dit le talent, en plus il le dit comme ça, il dit le talent, c'est juste l'envie de faire quelque chose. Et en fait, quand on creuse cette phrase, c'est puissant parce que oui, peut-être qu'il y a le talent. Certaines personnes, ils ont un talent, mais bon, un talent qui ne se travaille pas, qui n'a pas envie de faire, bah, il ne devient plus un talent. Je vais prendre un exemple, on va reprendre Mozart. Mozart, 5 ans, il avait un talent incroyable. Il aimait le piano. Mais si un garçon comme Mozart, le grand Mozart, ses musiques aujourd'hui, elles sont écoutées, et elles seront écoutées pendant des... Bah, si lui, il n'a pas travaillé sur un piano toute sa vie, toute sa jeunesse, bah, il n'y aurait pas de Mozart. Et peu importe qui, n'importe qui, que ce soit un Messi, que ce soit un Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'il y a le talent, certes, mais sans travail, moi je dis souvent 1% de talent, 99% de transpiration et de flow et beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est ça le talent. C'est pas juste, ah, il est talentueux et quelqu'un qui est talentueux, il n'y a pas tout ça, ça ne marchera pas. Et on le voit par plusieurs histoires. Donc voilà. Donc je dis que tout le monde a du talent dans quelque chose, mais par contre, il faut travailler à côté. Mhm. Ouais, non, clairement, le travail pour moi aussi, c'est le plus important. Et j'aimerais savoir, tu as quand même un très très beau palmarès en judo. Est-ce que tu arrives à vivre, tu l'as un peu évoqué, mais pleinement du judo ou tu es obligé de faire d'autres choses à côté? Parce que quand on sait que certains, on nous montre souvent, allez, les sports comme le foot et tout ça, où les joueurs gagnent des sommes astronomiques, mais il y a plein d'autres sports olympiques où les personnes, même les meilleures de leur discipline, ben, n'arrivent pas à vivre pleinement. J'aimerais savoir comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là dans le judo. Alors, moi, je dis souvent, celui qui a envie d'être millionnaire avec le sport, c'est pas le judo qui va choisir. Mais bon, c'est un sport olympique, déjà. Donc, tous les sports olympiques, on dit que c'est des sports amateurs. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'un athlète de niveau, il sera pas très, très riche en faisant du judo. Mais qu'est-ce que être riche, finalement? Après, moi, tout est relatif de ce qui est riche ou pas. Il y en a. Enfin, moi, je sais que tant que voilà, tu as le strict, enfin, pas le minimum, mais je suis bien, quoi, en fait. Moi, je me sens assez riche, quoi, parce que j'ai pas besoin de plus, quoi. Je vis de ma passion, j'ai un toit, je mange, voilà, tout va bien, je voyage quand je veux. Donc, c'est cool. Après, moi, je pense que vraiment, j'ai toujours été dans le double projet. Donc, même si je gagnais des millions avec le judo, je travaillerai à côté parce que j'aime ça, en fait. J'aime, en fait, avoir un autre univers à moi. Et puis, il colle avec mon univers, puisque bah, j'accompagne donc, souvent, que ce soit des athlètes ou autres. Et je suis aussi, tu sais, on parle de haut niveau, mais en vrai, l'expérience du haut niveau, elle est
parallèle à tout, en fait. Tu vois, j'accompagne des gens qui veulent être comédiens ou, par exemple, en prise de parole de quelqu'un qui a envie de prendre confiance, qui a envie d'être au barreau, qui veut être avocat. Et en fait, j'ai l'impression que l'expérience de haut niveau m'a ouvert, en fait, m'a fait comprendre qu'en fait, elle est similaire à tout dans la vie. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à pouvoir accompagner au mieux parce que les stress, les doutes. Et puis, nous, on connaît les échecs et la victoire, en fait, très vite. Donc, en fait, on descend. Donc, c'est pour ça que c'est puissant. Parce échec, résilience, les athlètes de niveau, c'est des résilients. Voilà, ils s'entraînent beaucoup des fois pour une journée. Hein. Ils s'entraînent toute une année pour un jour, 4 ans intenses pour une journée. Et des fois, bah, ils perdent en 2 minutes, 3 minutes. C'est beaucoup de travail et des fois pour. Et donc je pense que ben, ça fait partie de tout ça en fait. Et donc c'est pour ça que je trouve ça c'est très puissant. En fait. Mhm. Et ma dernière question, ce serait, avec tout ce que tu as pu apprendre jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens? Donc, des choses que tu as pu apprendre sur toi ou sur la vie. Alors tout ce que je souhaiterais transmettre, alors encore une fois, je vais essayer d'être en totale humilité là-dessus. Hein. Je fais part vraiment sur un retour d'expérience de ce que moi, la vie m'a appris. Euh, j'ai de, enfin, de tout objectif ou tout rêve, enfin, toute vision et des choses qu'on aimerait faire dans la vie, d'essayer d'être au maximum dans le flow. Et ça, j'appuie toujours dans le flow et d'être dans le moment présent et vraiment vivre pleinement chaque moment en fait. Chaque moment qu'on est en train de faire, hein, être vraiment dans le ici, maintenant, ce moment, accueillir pleinement ce qui vient en fait quotidiennement et aussi être parce que lorsqu'on est dans le moment présent, on est focus sur l'intérieur, sur en fait tout ce qui se passe à l'extérieur ne nous impacte pas. Parce que forcément, des fois, quand on n'est pas dans le moment présent, bah, on est vraiment le cerveau, voilà, il est focus de tout ce qui vient et donc les problématiques, tout ce qui vient à l'extérieur. Et en réalité, tout est à l'intérieur. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la vie et jusqu'à aujourd'hui. Je me concentre vraiment sur ce qu'il y a à l'intérieur pour être moins impacté de ce qui se passe à l'extérieur, pour mener en fait et vraiment développer mon plein potentiel à fond en fait. Et lorsqu'on est heureux justement et on est bien dans ses baskets et on est épanoui et qu'il y a on va dire un calme interne, donc du coup notre plein potentiel il peut que se développer. Et des Mhm. fois lorsque justement on est trop en agitation et on est très focus sur l'extérieur et on n'est pas du tout dans le moment présent, on n'est pas dans le flow, et ben c'est là où justement les croyances limitantes peuvent venir, les peurs, et justement on est affronté, ben, on a un blocage et du coup le plein potentiel eh ben, peut être en voilà. Et donc voilà, pour vraiment voilà, développer son plein potentiel, surtout essayer de d'aimer déjà, hein, c'est une question d'amour, hein, d'amour pour soi et tout simplement voilà être tout simplement en paix dans des projets qu'on mène. Et ça, c'est vraiment un retour d'expérience. Hein. Je ne suis pas en train de dire faites ci, faites ça. Mais voilà, full love de ce que vous faites. Hein, vraiment, mettre un full love total hein, pour limiter justement des peurs. Et donc, quand on est en full love total pour soi, je pense que les peurs, elles sont moins présentes. Et bien, justement, on développe son plein potentiel à fond. Ouais, je rejoins bien l'aspect moment présent. Je pense que c'est le problème d'énormément de gens parce qu'ils se basent trop sur le passé. Du coup, ils tergiversent sur plein de choses. Et puis, inversement, s'ils regardent au futur, ben, ils vont voir peut-être ça d'une manière pessimiste. Alors que si tu es focus sur sur le moment qui est là, ben, tu as moins de soucis, entre guillemets, même si évidemment, tu es obligé de parfois un peu regarder vers l'avant ou vers l'arrière d'office. Mais je Bien pense sûr. on a trop tendance à être là-dessus et pas assez dans le moment présent. Il faudrait inverser le petit pourcentage futur, passé, présent. Être dans le flow, quoi, total. Comme ils font les artistes, ils le font très, très bien. Les danseurs, les peintres, enfin, les gens dans la musique, enfin, tout ce qui est artistique, les enfants. Je m'inspire beaucoup des enfants. Les enfants, c'est un peu nos sages. Les Et sportifs, sportifs les aussi. sportifs, justement, voilà, ouais, bien sûr. Et donc, je voulais un peu faire le parallèle autre,
par exemple, s'il y avait des jeunes athlètes qui nous écoutaient, hein, c'est aussi de s'inspirer de tous ces gens qui ont le flow, quoi. Donc, je sais que les enfants, ils l'ont très vite, hein, ils l'ont bien naturellement, hein. Ils sont toujours dans le moment présent. Mais ouais, faut essayer de garder ce truc qu'on a dès Voilà, la naissance, même voilà, si c'est pas exactement. toujours évident. Exactement. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère qu'elle pourra te pousser à toi aussi oser te lancer dans tes vrais objectifs. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!